Alors, excusez-moi, j'ai la voix cassée, mais c'est pas grave. Hem, donc je suis Joëlle Broyer, je suis présidente de l'association RSE Développement et je vais juste m'occuper de vous donner les consignes et informations techniques et de présenter en fait notre modératrice d'aujourd'hui, avant donc de laisser, nos intervenants et notre modératrice donc, dérouler le webinaire. Voilà. Alors pour que le webinaire se déroule bien, donc on a un certain nombre de consignes et puis aussi donc c'est également pour vous familiariser avec, la plateforme Zoom. Donc, voilà les consignes. Hine, je ne sais pas si tu peux passer le slide d'après? Donc comme ça, bon voilà, c'est plus simple de montrer. Donc, normalement, vous devez voir apparaître soit en haut, soit en bas de la fenêtre, ou de votre écran d'ordinateur, donc soit en haut, soit en bas, le menu Zoom. Donc ça va être les touches qui vont vous permettre d'activer, d'activer certaines fonctionnalités. Donc, ce menu pardon, donc, c'est ce que vous voyez à l'écran en fait, hein. Vous voyez le menu là, il est en bas. Il peut parfois apparaître en haut et puis vous pouvez en fait même dans un certain nombre de cas, changer, enfin le mettre en haut ou en bas. Alors, sur ce menu, donc vous avez tout à gauche le bouton le plus important, enfin ouais, mettons un des plus importants, donc qui est le micro. Donc ce micro, il doit être, comme vous le voyez là sur l'image, en silence, hein, donc c'est barré. Il faut qu'il soit barré, ou alors il peut être aussi, ça c'est à l'entrée, mais vous auriez pu aussi ne pas le rendre actif. Pour certains d'entre vous, c'est le cas. Et donc à tout moment, il faut qu'il soit barré. Nous, on y veille aussi, on pourra couper votre micro, mais veillez aussi à ne pas l'activer, s'il vous plaît, c'est pour le confort d'écoute de tout le monde. Donc merci beaucoup. Ensuite, merci d'avance. Ensuite, vous avez une icône de vidéo. Donc là, vous pouvez l'activer, la laisser, non activée, donc comme elle est là sur la photo, donc avec un trait rouge, ou vous pouvez l'activer. Donc pour les intervenants, puis pour les participants, ça permet de voir, qui est dans le webinaire. Bon, c'est un côté toujours un peu plus convivial, donc c'est comme vous voulez. Voilà. Ensuite, donc on va passer un peu plus loin. La 4e icône, c'est participants. Donc là, c'est sur l'icône participants, c'est les participants qui sont avec nous et donc je vous conseille de cliquer sur le bouton participants et ça vous fera apparaître la liste des participants sur votre ordinateur, sur la fenêtre. Donc bon, on vous conseille de le faire, c'est plus sympa aussi. Après, il y a partager l'écran, ça c'est pour les intervenants. Ensuite, il y a converser. Voilà. Donc ça, c'est l'autre touche très importante aussi pour le bon déroulé du webinaire. Donc c'est la touche converser. Donc il faut cliquer dessus. On vous conseille donc de cliquer dessus. Et quand vous cliquez dessus, en fait, vous verrez apparaître en fait une boîte de conversation. Et cette boîte de conversation, c'est ce qui va vous permettre en fait d'interagir avec les intervenants et puis avec les participants au webinaire. Donc comment on fait? Alors moi, elle a disparu, je vais la faire apparaître. Voilà. Donc, et donc dans cette boîte de conversation, c'est là qu'on vous demande de poser vos questions. Donc j'écris «C'est ici» dans la boîte de conversation, donc j'espère que vous allez voir apparaître, que vous allez bien le voir apparaître, hein. Et en fait, c'est là, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions via cette boîte de conversation. Donc vos questions aux intervenants. Donc vous pouvez les poser à tout moment de l'intervention. Hem, Catherine se chargera de restituer les questions, à l'intervenant à la fin de l'intervention de l'intervenant. Voilà, et ça pour chacun de nos 2 intervenants de ce matin. Donc très important, donc activer, cliquez sur la boîte converser ou chat si votre, ordinateur est en anglais, heu, pour, activer cette boîte de conversation, la voir apparaître et pouvoir poser vos questions. Voilà, donc ça c'est pour les consignes techniques. Donc l'important c'est le silence. Si vous avez des soucis de connexion, de qualité, vous pouvez nous écrire toujours par la boîte de conversation. Alors soit vous écrivez à tout le monde ou soit vous essayez d'écrire, juste à moi en privé. Donc Joëlle Broyer, je vais changer de nom, je vais m'appeler RSE et développement. Voilà, vous pouvez m'écrire en privé ou sinon vous l'écrivez, avec tout le monde en copie, c'est pas très grave. Pour écrire en privé, c'est normalement vous pouvez cliquer, vous avez juste au-dessus de là où vous tapez votre message, vous avez
soit tout le monde, je pense, qui s'affiche, ou soit vous pouvez choisir une personne. Voilà, donc ça c'est pour les infos techniques. Donc je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, donc, je vais introduire donc Catherine Puiseux, qui est notre modératrice d'aujourd'hui. Donc, merci Catherine. Je vais revenir rapidement donc sur le parcours de Catherine, donc, qui est assez incroyable. Donc, Catherine a créé, en fait, c'est 2005, je crois, ou en 2003, je crois, c'est 2005, le service RSE de TF1. TF1 est la chaîne de télévision leader en France, hein. Donc, ça a créé le service et l'a développé de 2005 à 2020. Donc, Catherine a mis en place un certain nombre de choses, le reporting, RSE, le dialogue avec les parties prenantes, des initiatives, du dialogue avec en fait d'autres médias sur la RSE spécifique des médias. Quelle est la responsabilité des médias, hein, en termes social et environnemental. Voilà, donc ça c'est pour aussi des actions sur l'égalité femmes-hommes, sujet qui nous est cher. Voilà, puis bon, plein d'autres. Ensuite, parallèlement à cette vie, et c'est quelque chose qui prend plus d'importance aujourd'hui, donc Catherine est mariée à quelqu'un de béninois, et dans ce cadre-là, a créé en 2003 en fait une association franco-béninoise qui s'appelle l'AGAD. AGADD, je vous mettrai le lien après dans la boîte de conversation, agadd.org. Et donc, cette agence, vous trouverez des informations, des interviews donc sur le développement durable et la RSE en Afrique. Voilà, et puis Catherine, donc à côté, depuis qu'elle a quitté en particulier le groupe TF1, donc un certain nombre d'activités bénévoles, donc qui vont de l'appui à une coopérative qui s'appelle La Louve, mais aussi donc à des collaborations avec des initiatives appelées donc le Temps Presse, l'Académie durable internationale qui agit sur l'Afrique, voilà, et la Villa des créateurs et nous, on est bénis pour ça. Voilà, donc je pense que j'ai pas oublié de choses trop importantes, mais enfin, on pourrait continuer longtemps. Donc merci à tous et Catherine, je te donne la parole et je me mets en silence. Merci. Merci à toi Joël et bonjour à toutes et tous. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous suivre sur ce cycle Finance responsable. Donc, pour les entreprises africaines, je suis vraiment ravie d'être avec nous. Je crois que notre deuxième intervenant n'est pas encore connecté par contre, Joël. On va surveiller qu'il nous rejoint bien en temps et en heure. Je l'ai vu, je crois, se connecter, mais il est peut-être en mute, enfin en silence. D'accord. Voilà, je suis connecté. Parfait, voilà. Bonjour Laetitia Babé, bonjour. Alors, bonjour madame, toutes mes excuses pour le retard. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard, vous vous inquiétez pas. Voilà. Ouais. Je vais reprendre un petit résumé du webinaire précédent, puisque c'est un cycle, nous sommes à la troisième session. Peut-être les participants d'aujourd'hui n'étaient pas présents. Donc, dans le webinaire, le dernier, qui date du 28 mai, en fait, nous avons donné la parole aux investisseurs pour comprendre quelles sont leurs approches de la finance responsable, quelles sont leurs motivations. Nous avons donné la parole à une compagnie d'assurance, à un acteur du financement de l'habitat au Mali et à une banque de développement africaine, la BOAD. Et tous nous ont confirmé l'importance maintenant de l'évaluation d'impact social et environnemental des projets qu'ils s'apprêtent à financer, parce que désormais, c'est une condition sine qua non de l'accord de financement. Pour eux, ça représente en fait ces performances extra-financières une garantie pour leurs investissements à long terme. Ce sont des exigences nouvelles des clients. Elles n'existaient pas il y a encore quelques années, mais elles sont très présentes maintenant. Et puis, c'est des exigences de plus en plus importantes de leurs propres bailleurs de fonds et de la réglementation, notamment lorsqu'elle vient d'Europe. Donc, ce faisceau convergent fait qu'ils ont besoin absolument de mener des évaluations d'impact en amont des projets, voire pendant le suivi. Et c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui avec nos deux intervenants. Donc, qui sont les acteurs de ces évaluations? Avec quels référentiels sont-elles menées? Quels indicateurs? À quel projet ça s'applique? Et puis, pour quels résultats concernant l'obtention des financements? Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants qui vont partager avec nous une longue expérience sur ce sujet. Muriel Bouzinac-Martin, vous êtes directrice chez Rambol France. Vous êtes en charge des activités liées au financement de projets. Agoro Sebabé, vous êtes directeur des évaluations environnementales pour le ministère de l'Environnement au Togo. Donc, merci tous les deux d'être avec nous ce matin, vraiment. Muriel Buzinec-Martin, nous allons commencer avec vous.
Peut-être pourriez-vous nous dire un mot de l'entreprise Ramboll, parce que c'est une grande entreprise internationale, mais on la connaît relativement peu en France. Tout à fait, Ramboll, c'est une société d'ingénierie et de conseil qui a environ 15 000 personnes dans le monde, dont 2500 personnes environ réparties dans le monde qui sont spécialisées dans le conseil en environnement et santé. C'est dans cette division-là, moi, que je travaille. Principalement donc sur le financement de projets. Et donc, dans ce cadre-là, je suis amenée à travailler soit pour les organismes financiers dans le cadre de leur financement de projet, soit pour les porteurs de projets, justement pour les aider dans la conformité avec les standards pour obtenir ces financements. Donc, c'est le sujet de la présentation que j'ai. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Alors, vous allez donc nous aider à comprendre le contexte un peu général, justement, le plus général possible dans lequel sont menées ces évaluations. On va vous donner la parole pour une quinzaine de minutes. Et puis donc, je rappelle à tous nos participants, participantes, comme le disait Joël en amont, que vous pouvez poser vos questions. J'y serai très attentive et je les transférerai à Muriel Bozinac après sa prise de parole. Donc Muriel, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, sur la base de l'expérience, donc moi j'ai pu avoir sur les 25 et quelques années que je travaille dans le conseil en environnement, il y a deux aspects que je propose de présenter aujourd'hui. D'une part, le contexte, des éléments de contexte, et je pense que c'est intéressant aussi de présenter ce qui peut être différent entre les études d'impact auxquelles les porteurs de projets peuvent avoir dont les porteurs de projets peuvent avoir l'habitude dans le cadre de la réglementation, des réglementations nationales, et les études d'impact qui vont être demandées par les organismes financiers dans le cadre des financements de projets selon les normes, les standards internationaux. Alors bien sûr, vu le temps imparti, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'espère donner un aperçu à la fois du processus et des enjeux de ces études. Diapo suivante. Voilà, donc le contexte, on peut passer à la diapo suivante. Alors tout d'abord, définir les termes. Quand on parle d'institutions financières internationales, on inclut différents types d'organismes financiers. On inclut les banques de développement, que ce soit les banques multilatérales ou les bilatérales. Ça inclut la Banque mondiale, la BIRD, pour la France, l'Agence française de développement, avec sa branche qui finance le secteur privé Proparco, que vous connaissez peut-être. Ça inclut aussi les agences de crédit à l'export, donc pour chaque pays. BPI France pour la France, mais chaque pays a son homologue. Ainsi que les banques commerciales qui vont financer tout type de projet. La plupart de ces organismes financiers ont leurs propres exigences qui devront être remplies avant tout accord de financement et tout au long du cycle de vie du projet. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à un instant T. Le respect de ces normes sont dans la durée à partir de la phase de conception du projet jusqu'à la phase opérationnelle. Diapo suivante. Alors, quelques standards internationaux. Quand on dit standards internationaux, c'est un terme assez vague. Qu'est-ce qu'ils incluent? Ils incluent les normes de performance de la SFI pour le financement de projets privés. Ils incluent les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale pour le financement des projets publics. Ensuite, la BIRD a ses propres exigences de performance. La Banque africaine de développement a ce qu'elle appelle les systèmes de sauvegarde intégrés. Pour les banques commerciales, ce sont les principes d'Équateur qui s'appliquent quand ces banques sont signataires des principes d'Équateur. Il y a d'ailleurs une nouvelle version des principes d'Équateur qui est sortie et qui sera applicable à partir d'octobre 2020, avec un petit délai par rapport à ce qui était prévu au départ du fait de la situation sanitaire. Il y a quelques approches communes. Oui. Quels sont ces principes de l'Équateur que tout le monde ne... Alors, les principes de l'Équateur, ce sont des principes génériques sur les aspects environnementaux et sociaux,
auxquelles les banques se conforment quand ils évaluent des projets. En fait, ces principes, il faut le savoir, font référence aux normes de performance de la SFI pour les aspects plus concrets et pratiques. Donc, on reverra après ce qu'ils incluent. Donc, on revient toujours et souvent aux normes de performance de la SFI, et c'est d'ailleurs l'intitulé de cette présentation, tout comme les approches communes de l'OCDE, qui s'appliquent aux agences de crédit à l'export, qui font elles aussi aux normes de performance de la SFI. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans la diapo suivante, j'ai présenté justement quelles sont ces normes de performance de la SFI. Alors déjà, il faut savoir que quelles que soient les normes et les banques, les réglementations nationales s'appliquent toujours. C'est-à-dire que c'est le premier critère de ces normes. Mais ensuite, il y a des aspects qui vont compléter la réglementation nationale ou qui vont être plus contraignantes que la réglementation nationale sur certains aspects. Il y a 8 normes de performance de la SFI qui sont elles-mêmes accompagnées de notes d'orientation qui précisent le contenu. Ces 8 normes, alors la première parle d'évaluation environnementale et sociale et de système de gestion. C'est cette norme en particulier qui va préciser le besoin de faire une étude d'impact sur les projets. Alors, ça n'est pas prescriptif dans le sens où la nature du projet et les enjeux vont déterminer le niveau d'effort à consacrer au processus d'identification des risques et des impacts. Donc, ce sont des normes qui peuvent s'appliquer à tout type de projet avec différents niveaux d'enjeux. Et ce sont les porteurs de projets qui devront ensuite adapter le niveau d'effort aux enjeux du projet. La deuxième norme est sur la main-d'œuvre et les conditions de travail et d'emploi. La troisième sur la prévention et la réduction de la pollution. La quatrième sur la santé, la sécurité et la sûreté des communautés. La cinquième sur les actions l'acquisition des terres et la réinstallation des personnes déplacées, que ce soit physiquement ou économiquement. La sixième norme parle de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles. La septième norme des populations autochtones. Attention, il y a une définition très précise sur les populations autochtones. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et la huitième norme parle de patrimoine culturel. Donc, ce sont des normes qui couvrent tous les aspects, je dirais, environnementaux, hygiène, sécurité et sociale. Voilà, pour les projets. J'ai mis un lien vers l'endroit où peuvent se trouver ces normes sur Internet. Ces normes sont par ailleurs complétées par ce qu'on appelle les directives directives ESS de la SFI. Il y a des directives générales et des directives sectorielles qui, là, vont davantage dans le détail en ce qui concerne certains niveaux de performance à atteindre. Donc, il va y avoir des seuils en particulier d'émissions, par exemple, ou des mesures d'atténuation applicables aux différents types de projets et de situations. Là aussi, j'ai mis un lien vers ces directives. Diapo suivante. Un autre aspect à avoir en tête quand les organismes financiers évaluent un projet, c'est qu'il y a un classement environnemental et social des projets en fonction de l'ampleur des risques et des impacts et des enjeux, parce que la même chose ne va pas être demandée à des projets à forts enjeux et à des projets à plus faibles enjeux. Donc, il y a quatre catégories. Les catégories A, qui concerne les activités commerciales qui présentent des risques ou des impacts négatifs environnementaux ou sociaux potentiels significatifs, qui sont à la fois hétérogènes, irréversibles ou sans précédent. Contrairement par exemple à la catégorie C, qui va concerner des projets avec des risques ou des impacts minimes. La catégorie FI et concerne les intermédiaires financiers. Ces catégories, dans le processus d'évaluation des banques, permettent de stipuler des exigences différentes pour l'évaluation des projets, la divulgation d'informations, le suivi. Donc les attentes seront différentes en fonction de la catégorie des projets. Diapo suivante.
Et enfin, pour finir l'évaluation, la présentation du contexte, je pense que c'est intéressant de voir côté banque la procédure d'évaluation des risques environnementaux et sociaux quand ils envisagent un financement de projet. Il y a d'abord l'identification des projets qui inclut justement le classement des projets pour savoir quelle est la procédure et le niveau et le type de diligence à mener dans l'évaluation. La deuxième partie, c'est la due diligence. C'est là que nous, consultants, souvent, on va être impliqués pour faire l'évaluation des risques et des opportunités environnementales et sociales. Souvent, cette partie va inclure une visite sur site, des rencontres avec les porteurs de projets, leurs partenaires, l'analyse des études réalisées. Et sur cette base, une analyse des écarts avec les standards applicables va être effectuée. Et si des écarts sont constatés, ça ne veut pas dire que le projet ne va pas être financé, mais par contre, un plan d'action environnementale et sociale devra être défini et fera partie des accords de financement avec des délais de réalisation des différentes actions pour mettre le projet en conformité. Donc la troisième étape, c'est l'engagement, c'est-à-dire l'accord financier qui va inclure ce plan d'action qui va être une condition au financement. C'est-à-dire que ce qui est possible, c'est que si certaines actions ne sont pas mises en œuvre, le financement pourra être potentiellement interrompu. Et ensuite, donc, cette phase de suivi qui va vérifier le bon avancement des actions et l'évolution des performances environnementales et sociales. Donc voilà pour la partie contexte. La deuxième partie, donc on peut passer à la diapo suivante, même la suivante encore. Donc diapo suivante encore. Donc sur les différences entre ce que une étude d'impact qui serait faite selon la réglementation nationale et ce que peuvent attendre les organismes financiers. Alors d'abord pour poser, je dirais pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop les études d'impact et leur contenu, cette première diapositive présente le contenu standard, je dirais, d'une étude d'impact avec la présentation du contexte réglementaire, la définition des standards applicables au projet, une description du projet, analyse des alternatives, très important la définition de la zone d'influence, la zone d'étude, un état de référence environnemental et social dans cette zone d'étude, une analyse des impacts à la fois directs et indirects du projet sur cet environnement, oui. Une étude des impacts cumulatifs, une partie engagement des parties prenantes, très importante pour prendre en compte l'avis des populations et entités affectées par le projet. Et la définition enfin des mesures d'atténuation pour éliminer, réduire ou compenser les impacts négatifs. Dans cet ordre, il y a une hiérarchie des mesures d'atténuation qui seront ensuite compilées dans un plan de gestion environnementale et sociale. Diapo suivante. Alors, quelles sont les principales différences de contenu entre une étude d'impact qui aura été faite selon une réglementation nationale? Souvent, il y a un aspect zone d'influence, c'est-à-dire la zone susceptible d'être affectée par les impacts directs ou indirects du projet. C'est aussi la zone d'étude. Les normes de performance demandent à ce que soient considérés, en plus des impacts directs et indirects du projet, les impacts cumulatifs, c'est-à-dire les impacts qui sont dus à des installations autres que celles du projet, les installations connexes, c'est-à-dire des installations liées au projet mais qui ne font pas forcément partie du projet, la chaîne d'approvisionnement, donc potentiellement une zone d'étude qui sera plus élargie. Alors bien sûr, ces évaluations seront faites dans la mesure du possible hein, par rapport au contexte, mais donc voilà, potentiellement une zone d'étude plus élargie. L'environnement physique, généralement, pas de différence notable. Par contre, un point important, c'est que les seuils de rejet d'émissions pourront varier.
C'est-à-dire que les réglementations nationales ont des décrets définissant des normes de rejet pour les émissions atmosphériques ou les rejets aqueux, par exemple. Les standards de performance de la SFI, par exemple, ont aussi des seuils définis pour les différents rejets et émissions. Et il est dit dans les normes de performance que les plus contraignants entre les seuils du pays hôte et ceux des directives de la SFI devront être appliqués au projet. Donc, il est possible que dans un financement, il soit demandé des normes de rejet plus restrictives. Les normes de performance demandent l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, l'évaluation des risques associés au changement climatique, de plus en plus. C'est un sujet qui est sur le devant de la scène, et donc avec un focus des banques sur cet aspect-là et une information à fournir aux banques sur ces aspects-là. Un aspect qui fait souvent l'objet d'écarts, tel qu'on l'observe, ce sont les aspects biodiversité, puisque il y a une notion d'habitat critique en particulier à prendre en compte. Les habitats critiques, ce sont des zones qui ont une valeur élevée en biodiversité, soit parce qu'il y a des espèces en danger, des espèces endémiques, des espèces migratoires aussi. Et la caractérisation en habitat critique est assez technique et doit faire appel à des spécialistes, demande que des diagnostics terrain soient effectués sur différentes saisons. Et donc parfois, on observe que les données existantes ne sont pas suffisantes pour définir ou pas la présence d'habitat critique. Il y a aussi des conséquences si jamais on se trouve dans un habitat critique. On peut envisager un projet dans un habitat critique, mais selon certaines conditions, en s'assurant que le projet n'aura pas d'action négative sur cette valeur définie dans l'habitat critique. Et donc, du coup, il y aura des mesures d'atténuation qui seront attendues, et en particulier ce qu'on appelle un gain net de la biodiversité qui sera attendu en cas de présence d'habitat critique, et potentiellement des actions de compensation qui seront demandées et qui devront être définies dans un plan d'action biodiversité. Donc, tout un tas d'attentes des banques sur les aspects biodiversité, surtout quand il y a des enjeux importants avec cette notion d'habitat critique. L'aspect service écosystémique est important aussi dans les attentes des normes de performance. Alors pour faire court, les services écosystémiques, ce sont les services que la nature apporte à la société, donc ce sont des services à considérer en lien avec les impacts sociaux. Diapo suivante. Alors justement, sur les aspects sociaux, il y a là aussi souvent des écarts dans les attentes des banques sur les aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, qui font l'objet des normes de performance de la SFI, en particulier sur des aspects de réinstallation involontaire et de restauration des moyens d'existence, quand on a affaire à des déplacements physiques de population ou des déplacements économiques de population pour mettre en place les projets. Il y a des attentes et des considérations à la fois des droits fonciers et coutumiers, mais aussi de certains types d'occupation des terres que certaines réglementations nationales ne prennent pas en compte de la même façon. Et avec aussi une attente une notion de restauration des moyens d'existence qui là aussi ne sont pas toujours pris en compte dans les approches de compensation qui sont faites au niveau national. Donc souvent, voilà, les besoins des banques vont au-delà de ce qui est fait, et il y a parfois besoin de revenir sur ces aspects-là et d'aller vérifier certains aspects sur certains aspects. Un autre point, c'est l'engagement des parties prenantes, qui est aussi très important pour les banques, avec un besoin un processus de consultation qui est attendu dès les premières phases du projet, un stade précoce du projet, pour bien prendre en compte la vie des parties prenantes,
à la fois en amont du projet et une fois aussi que les études auront été faites et que les mesures d'atténuation leur auront été présentées. Il y a dans ces aspects consultation une notion importante dans les standards de consultation des personnes ou groupes défavorisés ou vulnérables à prendre en compte donc, de façon spécifique dans les standards. Diapo suivante, pour finir. Alors, quelles sont les implications pour les porteurs de projets ? Donc, idéalement, quand le financement et le besoin de financement est identifié en amont des projets, idéalement, on ne fait qu'une étude d'impact qui prend à la fois en compte les besoins de la réglementation du pays hôte et les besoins de la banque. C'est une réelle économie de temps et d'argent. Pour les états de référence, ça permet de les faire en une fois. On peut aussi demander aux banques de revoir et de valider le cahier des charges pour l'étude d'impact. Ça permet aussi de gagner du temps. Une fois l'étude sortie, on aura déjà identifié les aspects importants pour la banque sur ce projet-là en particulier. Ça n'est pas toujours le cas. Parfois, le financement est envisagé après la première version de l'étude d'impact. Dans ce cas, il peut être envisagé de préparer des compléments, des documents complémentaires. On n'a pas forcément besoin de refaire toute l'étude d'impact, ça peut arriver quand il y a trop d'écart, mais sinon on peut envisager des documents complémentaires qui vont venir combler les écarts avec les exigences des prêteurs. Le type d'écart et de documents complémentaires qu'on peut envisager, ça va être potentiellement des études de terrain complémentaires, s'il faut affiner la connaissance de la biodiversité, de l'état de référence sociale. Il faut s'assurer de la restauration des moyens d'existence dont je parlais tout à l'heure. Si on a besoin d'un plan d'action de réinstallation, si un déplacement physique, les banques vont attendre un plan d'action de réinstallation qui n'est pas toujours existant, il faudra peut-être le faire. Un plan d'engagement des parties prenantes s'il n'existe pas. Donc voilà, il est possible de combler ces écarts. Il y a aussi souvent des attentes dans la gestion environnementale et sociale sur la durée de vie du projet. En général, les études d'impact comportent un plan de gestion environnementale et sociale. Parfois, il sera demandé de l'élaborer et les banques s'intéressent aussi, au-delà de l'étude d'impact, à l'approche environnementale et sociale d'un porteur de projet, et ils vont potentiellement aussi avoir des attentes sur des politiques environnementales et sociales ou des politiques ressources humaines qui n'existeraient pas, ou des procédures qu'il faudrait mettre en place aussi pour s'assurer du suivi de la performance tout au long de la vie du projet. Donc ça fait beaucoup de choses, j'espère que c'était clair. Quand même, n'hésitez pas. C'est extrêmement clair. Merci beaucoup, Muriel. Alors justement, sur la question des différences entre les référentiels internationaux et les référentiels nationaux, on va creuser le sujet du référentiel national ensuite avec M. Sebabé, puisqu'on va parler de celui qui est en vigueur au Togo. Mais avant cela, j'ai énormément de questions. Donc, je vais être obligée de faire un choix pour tenir en 10 minutes, puis répartir les questions entre nos deux intervenants. Donc, je vais vous faire revenir un petit peu en arrière, Muriel, j'aurais dû vous poser la question plus tôt, du rôle central de la SFI qu'il faut repréciser, puisqu'il semble que la SFI soit à l'origine de l'ensemble des normes internationales. Est-ce que vous voulez bien nous en redire un mot et préciser la SFI d'ailleurs en soi, quel est le… Oui, alors la SFI, ou c'est la Banque mondiale, hein, c'est la branche qui va s'intéresser plus particulièrement aux investissements dans le secteur privé. Hein, bon, donc on fait aussi référence à ces standards comme standards Banque mondiale. Donc effectivement, ces standards sont utilisés, comme je le montrais, par plusieurs autres organismes comme des standards de référence, parce qu'ils
sont voilà, développés, remis à jour régulièrement et qu'ils ont un certain nombre d'attentes très, très précises. Donc souvent, voilà, on va parler des standards SFI, même si d'ailleurs la SFI n'est pas impliquée dans le financement du projet. Parfois, la SFI va être impliquée dans un financement de projet, mais parfois non. Parfois, ça va être une banque privée ou même une banque de développement qui va financer le projet, mais qui va demander à ce que ce soit ces normes-là de la SFI qui soient appliquées au projet. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions sur l'accès à ces normes, mais regardez, pour ceux qui ont posé la question, dans le fil des discussions, Marion a posté le lien vers un document important et de toute façon, on les renverra également à la fin de la présentation. Alors, il y a des questions que je vais essayer de grouper sur le contexte africain dans lequel ces évaluations sont menées et notamment sur une question sur la microfinance. Est-ce qu'une partie de ces standards peut s'appliquer aussi à la microfinance ? Alors là, je suis désolée parce que je ne connais pas du tout la microfinance. Je dirais que ce sont des standards différents, mais je ne pourrais pas Alors, on reposera dire beaucoup plus là-dessus. Ouais. Monsieur Sebabé, d'accord. Est-ce que, deuxième question concernant les populations, le terrain africain, est-ce qu'il y a une place pour l'approche citoyenne, pour tout ce qui concerne l'observation indépendante et aussi quelle contribution des associations défense, qui prennent la défense de l'environnement, par exemple, au moment où ces évaluations sont menées? Alors, je suis désolée, j'ai loupé une partie de la question. J'ai eu un problème de connexion, je pense. Et donc, la question, c'est est-ce que les associations citoyennes peuvent être impliquées, c'est ça? Oui, est-ce qu'il y a une part pour les associations de défense de l'environnement ou pour les agences nationales ou pour la consultation citoyenne, je pense les riverains par exemple Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point très important des normes de performance. C'est ce que j'ai appelé, peut-être que c'était pas très clair pour tout le monde, mais l'engagement des parties prenantes. C'est-à-dire qu'il y a une attente d'identification de l'ensemble des parties prenantes. Donc, les parties prenantes vont inclure ces associations-là. Les parties prenantes incluent les communautés qui sont impactées, incluent les autorités, que ce soit les autorités locales ou nationales, les différents organismes et les différentes associations. Donc, l'identification des parties prenantes va identifier toutes ces gens qui ont quelque chose à dire sur le projet et la consultation devra leur permettre de s'exprimer dans les différentes phases du projet. Alors, une dernière question avant de passer la parole à Monsieur Sebabé. Est-ce qu'il y a une prise en compte de la pauvreté et de l'amélioration éventuelle sur ce plan des populations concernées dans la zone d'impact de l'entreprise, par exemple? Alors là aussi, c'est un point des standards qui est important, c'est la prise en compte de ce qui est appelé dans les standards les personnes vulnérables ou défavorisées. Et justement, l'idée, c'est dans l'état de référence socio-économique, c'est d'identifier s'il existe des groupes ou des individus dans défavorisés ou vulnérables, parce que les standards demandent justement à ce qu'il puisse y avoir éventuellement des consultations adaptées, ou en tout cas s'assurer que ces populations-là vont bien être aussi consultées, parce que souvent, si l'effort n'est pas fait, ce sont des populations qui n'auront pas forcément accès aux informations sur le projet et aux consultations. Donc, il y a un effort particulier qui est demandé sur ces aspects-là. Alors, une toute dernière question, puis ça fera tout à fait la passerelle avec notre intervenant suivant. Est-ce qu'il y a des risques de contradiction entre les normes de la SFI et la réglementation des pays hôtes? Et dans ce cas-là, laquelle est privilégiée? Alors, ce ne sera pas des contradictions. Par exemple, si on parle de seuil, s'il y a des seuils, par exemple les rejets de certains paramètres, les rejets d'eau, par exemple. Si les seuils sont différents, les standards disent que ce sont les plus contraignants qui doivent s'appliquer. Si ce sont les standards nationaux qui sont plus contraignants, c'est ceux-là qui vont s'appliquer, sinon ce sera l'opposé. Souvent, ça va être plutôt des compléments. Alors parfois, on peut voir quelques difficultés d'application, surtout, je pense à tout ce qui est réinstallation physique des populations, procédures d'expropriation qui souvent sont cadrées par une réglementation nationale et qui ne peuvent pas forcément dévier justement des standards du pays. Là, il faut penser plutôt complémentarité de ce qui va être fait
pour répondre aux besoins des standards internationaux, par exemple, s'assurer, en plus des compensations, qu'on a une restauration des moyens d'existence, par exemple. Parfait, merci beaucoup Muriel. On va passer la parole à Monsieur